Avec la récente ouverture du land Star Wars Galaxy's Edge au parc Disneyland de Californie, Disney a posé une fois de plus ses grosses baloches transpirantes sur le front de l'ensemble de la concurrence internationale. Si comme moi vous suivez assidûment les chantiers de nos parcs préférés, vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'heure où je vous parle, Galaxy's Edge n'a pas encore inauguré toutes ses joyeusetés. En effet, seule l'attraction secondaire a ouvert en même temps que le land, laissant encore un peu de temps à Rise of the Resistance, l'attraction la plus ambitieuse de Disney, le temps de se peaufiner. Oui, j'ai bien dit la plus ambitieuse de Disney, mais je vais y revenir. Cela fait depuis pas mal d'années maintenant que Disney a pris l'habitude, bien avant la concurrence, il faut bien l'avouer, d'investir dans l'immersion et la cohérence de ses landes. Enfin, sauf rares exceptions évidemment, hein. C'est le but des parcs à thème, me direz-vous, mais admettez qu'on a quand même fait un sacré bond en avant depuis le début des années 2000. Disney était alors plus ou moins en roue libre, je dirais même carrément serein face à cette triste non-concurrence. Puis vous connaissez la musique, 2010, ouverture du premier land Harry Potter à Universal, ce qui lança par la même occasion une guerre commerciale extrêmement excitante et prolifique entre ces deux monstres. Ces 10 dernières années ont vu naître les zones les plus incroyables jamais construites, telles que les deux lands Harry Potter bien entendu, et un futur parc à thème du même calibre pour Universal, tandis que Disney s'est dépassé en ripostant avec Pandora, Star Wars Galaxy's Edge, et en annonçant l'arrivée de deux nouveaux lands, à savoir la Reine des Neiges et Marvel, qui seront implémentés dans certains parcs tout autour du monde. En gros, si l'un des deux ne bouge ne serait-ce qu'une oreille, l'autre surenchérit immédiatement. Nous nous trouvons donc au milieu d'un terreau extrêmement fertile, duquel peut potentiellement pousser de sacrées merveilles. Tout ça pour vous dire que Disney, comme Universal, se mettent une pression monstre. Déjà pour garder chacun sa place dans le haut du panier, et surtout pour ne pas faire pâle figure face aux plus petites enseignes européennes, telles que Fantasyland, Port Aventura ou Efteling, qui peuvent se targuer de proposer des offres franchement attractives. C'est donc dans ce climat de guerre froide que nous nous retrouvons en 2019 avec un Star Wars Galaxy's Edge fraîchement inauguré et amenant avec lui un niveau d'immersion et d'interactivité inédit dans le monde des parcs à thème, allant jusqu'à vous proposer une application mobile vous permettant de traduire les écritures extraterrestres présentes un peu partout sur les murs, de capter les conversations des habitants fictifs du land, d'activer des droïdes, découvrir des objets cachés et même de gérer votre propre réputation en relation avec le clan que vous aurez choisi de servir, à savoir la Résistance ou le Premier Ordre, vous débloquant alors quelques goodies numériques tels que des plans de vaisseaux, des crédits galactiques ou encore des cartes spatiales. Je ne pense pas que je prends trop de risques en affirmant que c'est du jamais vu. Alors, avant d'attaquer le cœur du sujet, je souhaitais vous introduire une attraction qui, pour moi, a été à sa façon un game changer en termes d'interactivité, et d'une certaine manière la première pierre de ce qui sera Galaxy's Edge. J'ai nommé Mission Space à Epcot. The Force, authentic. Oh, I think we're taking a few G's here. I can't feel my face, I'm numb. The sensation, real. I can't lift my hand. Is there still gravity? The experience, unbelievable. Dad, are we still in the building? New Mission Space at Epcot. Like no thrill on Earth. Alors, je vous vois venir, la majorité d'entre vous n'en ont certainement jamais entendu parler, et je ne pourrais clairement pas vous en vouloir. Il est vrai qu'elle n'est pas réputée pour trôner dans le panthéon des attractions les plus adulées du grand public. Déjà car le parc en lui-même est reconnu pour être relativement has-been, et ensuite car cette attraction utilise une technologie extrêmement rare dans les parcs à thème. Une centrifugeuse. Si jamais une centrifugeuse c'est ça, hein. Et hop là, et vous voyez qu'on se marre. Je ne vais pas m'attarder dessus pendant des heures, c'est pas le sujet de la vidéo, mais histoire de poser le contexte, Mission Space est un simulateur spatial tiré du film Mission to Mars, dans lequel vous, en tant que protagoniste, allez devoir vous poser sur Mars à bord d'une navette X2. Vous l'aurez donc compris, la particularité de ce simulateur réside en premier lieu dans le fait qu'il vous fait ressentir de véritables sensations physiques, mais surtout car l'interactivité se trouve au centre de l'expérience. En effet, un rôle bien précis vous sera attribué tout au long de votre aventure. Si ma mémoire est bonne, nous avons donc le pilote, le navigateur, le commandant et l'ingénieur. Vous aurez donc diverses responsabilités individuelles en relation avec votre rôle. Appuyer sur des boutons, baisser des switches, piloter la navette, etc., etc.
Alors vous vous en doutez, si vous échouez à remplir correctement votre tâche, l'aventure continue, hein. Le film ne va pas s'arrêter si vous oubliez d'appuyer sur le bouton de largage des boosters. Mais si vous jouez le jeu et avez l'occasion de remplir une capsule avec une équipe de potes, ça devient franchement super amusant. En résumé, Disney nous propose un simulateur spatial offrant les mêmes technologies d'entraînement que la NASA, des capsules magnifiquement thématisées, une ambiance oppressante, le tout interactif et immersif à souhait. Alors bon, tout n'a pas toujours été rose pour cette attraction. Je me suis bien gardé de vous parler des aspects négatifs, je dirais même des controverses liées au simulateur. Dès l'ouverture, une quantité non négligeable de visiteurs se plaignirent de nausées, de maux de tête, ainsi que de sévères douleurs à la poitrine, signe avant-coureur du funeste destin de Mission Space, puisqu'un garçon de 4 ans ainsi qu'une femme de 49 ans décédèrent suite à leur épopée spatiale. Cela mena tout naturellement Disney à ouvrir une deuxième version de l'attraction, bien moins physique en addition à celle présente depuis l'inauguration du simulateur. Les visiteurs purent dès lors participer à cette aventure dans des conditions beaucoup plus douces et sans accélération. Les années passèrent et mes espoirs de revoir un jour une attraction de ce type se perdirent dans l'oubli. Quand soudain, je le savais, j'en étais sûr! Voici donc la première attraction de Galaxy's Edge, Smuggler's Run, un simulateur interactif prenant place dans le légendaire Faucon Millenium. Inauguré en même temps que le Land, ce simulateur est, je crois qu'on peut le dire, le descendant spirituel direct de Mission Space. Mais avec 16 ans d'innovation technologique évidemment, hein, à l'image du fonctionnement même des cabines se déplaçant durant toute la durée du show, vous permettant ainsi de sortir par un autre chemin que celui où vous êtes entré. Contrairement à Mission Space, vos erreurs auront des répercussions sur votre aventure. Alors pas un échec total, mais il sera pas rare de rater des cibles ou de heurter des obstacles, créant alors du travail supplémentaire pour l'ingénieur, qui devra alors rattraper les erreurs des pilotes. Oui, des pilotes. Car l'occupant du siège de gauche s'occupera de la direction, alors que celui de droite aura la responsabilité de monter ou de descendre. Et c'est là que les premiers rabat-joie commencèrent à répandre leur fiel, en criant au non-réalisme de l'expérience. Évidemment qu'en vrai il se pilote pas comme ça le Faucon Millenium. Évidemment que c'est pas drôle de ne pas pouvoir le cracher ou lui faire des loopings. Bande de nazes. Enfin bref. Disney offre la possibilité de s'asseoir dans une reproduction d'un des vaisseaux les plus adulés de la pop culture, et il y a toujours ces aigris qui viennent chialer pour ce genre de détails. Enfin, regardez un peu ces images et dites-moi que ça n'a pas l'air d'être une aventure épique. Il n'existe pas encore beaucoup de contenu technique à son sujet, mais croyez-moi, je vous en reparlerai en temps voulu. Même si Rise of the Resistance s'annonce d'un tout autre calibre, je dois bien avouer que je me réjouis particulièrement de tester Smuggler's Run, car nous en sommes les protagonistes directs, contrairement à son futur voisin, où nous serons surtout baladés de scène en scène, et mine de rien, ça fait quand même la différence. Alors n'allez pas croire que je me fiche de Rise of the Resistance, hein. Bien au contraire, on parle quand même d'un investissement estimé à $1,5 milliard. Et les rumeurs concernant ce ride donnent tout bonnement le vertige. D'ailleurs, que pouvons-nous réellement attendre de ce Dark Ride ? Nous avons déjà l'assurance d'avoir une file d'attente absolument incroyable, puisque cette dernière fera plus ou moins partie de l'attraction. Et c'est, en ce qui me concerne, la promesse qui me hype le plus. Et oui, selon les diverses informations divulguées ça et là, la file d'attente devrait être conçue de façon à nous faire croire que l'attraction a déjà commencé, en nous faisant passer au travers de différents events, pré-show et autres moyens de locomotion. Alors, sur le papier, c'est évidemment très excitant. Reste à espérer que Disney tienne ses promesses en nous proposant un ride vivant. Je vais pas vous mentir, mes attentes pour Rise of the Resistance sont extrêmement élevées. J'attends du grandiose, des technologies inédites, mais bien plus important encore, je veux de l'interactivité.
À l'instar du Dark Ride Great Movie à Hollywood Studios, j'espère que nous ferons face à des personnes bien vivantes, et pas uniquement des écrans ou des animatronics. La barre est placée très haute pour Disney, mais gageons qu'ils auront su mettre tout leur savoir-faire au service de cette attraction qui s'annonce d'ores et déjà comme étant le futur porte-étendard de la firme. Quand j'ai eu l'idée de réaliser cette vidéo, je ne comptais pas spécialement parler de Galaxy's Edge, vraiment. Déjà parce que je ne suis pas un fan inconditionnel de la saga, mais surtout car le contenu total de la zone n'est toujours pas disponible à l'heure où je vous parle. Et je vais pas vous le cacher, il est encore beaucoup trop tôt pour affirmer que ce land est un succès. Et oui, tout l'encensement indirect que je lui ai fait ces dernières minutes ne reflète malheureusement pas la réalité du terrain. Les nombreux retards de Rise of the Resistance commencent à sérieusement agacer les guests, et selon les dires des nombreux informateurs sur place, Galaxy's Edge est vide. Les rues, l'attraction, les magasins sont souvent tristement vides. La faute peut être au prix exorbitant des goodies ou du boycott général des fans hardcore qui ne reconnaissent pas cette troisième trilogie. Quoi qu'il en soit, la liste est potentiellement longue, mais la raison la plus plausible viendrait du choix de Disney d'avoir voulu créer une zone inédite, inconnue de l'univers Disney, empêchant toute identification de la part du visiteur à un lieu vu dans les films. Et cette explication tiendrait clairement la route, car c'est effectivement une remarque récurrente des visiteurs depuis l'ouverture du land. Affaire à suivre donc. Il est important que nous nous rendions compte du chemin parcouru, ne serait-ce que ces 10 dernières années en termes d'interactivité, puisque nous sommes tout de même passés de la possibilité de mouiller les visiteurs dans les attractions aquatiques, à des mini-jeux installés dans les files d'attente, des dark rides qui nous permettent de tirer sur des cibles virtuelles, la possibilité d'interagir et d'activer littéralement des éléments de décor, et finalement, Disney a réussi à nous plonger dans un univers digne d'un RPG. Et après, quel avenir pour les parcs à thème? Verrons-nous un jour des visiteurs immergés au sein de l'expérience interactive ultime frôlant le jeu de rôle? Eh bien, c'est effectivement la direction que Disney souhaite nous faire prendre avec son futur hôtel Star Wars, puisque des séjours de 2 ou 3 nuits en totale immersion vous permettront de vivre une aventure spatiale inédite. Coupé du monde extérieur dès votre arrivée, un premier check-in vous ouvrira la voie vers un event dans lequel vous serez transféré dans le véritable hôtel, à savoir un vaisseau spatial. Dépourvu de toute fenêtre, ce bâtiment fera la part belle à l'immersion, en vous proposant à leur place des écrans simulant le vide spatial. Les visiteurs auront accès à différentes activités liées au film, telles que se former au maniement du sabre laser, participer à différentes missions RP au sein de l'établissement, et pourront rencontrer divers personnages de la saga, physique ou sous forme d'animatronique. Nous n'avons pas encore énormément d'informations concernant cet hôtel. Nous devrions être un peu plus éclairés sur ce projet durant la D23 qui aura lieu en fin de ce mois d'août 2019. Mais gardons à l'esprit que Bob Chapek, président de la Walt Disney Parks and Resorts, parlait à l'époque du concept le plus expérimental de la compagnie. Je ne pense donc pas trop halluciner en misant sur une expérience absolument révolutionnaire et jamais vue dans un parc à thème. Bon, je crois que je me suis assez éparpillé pour cette fois. J'espère que ma longue digression n'aura pas été trop indigeste. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de connaître votre avis sur la question. Quel type de divertissement rêvez-vous de voir dans les parcs à thème de demain? N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Voilà, j'espère que ce hors-série vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, bon ride et à bientôt.